La série The Acolyte est-elle critiquable? Oui, bien évidemment, la série affiche un certain nombre de défauts, au premier rang desquels je mettrai sans doute son découpage, mais je vais y revenir. Ceci étant dit, revenons sur les épisodes 4 et 5, et surtout 5 d'ailleurs, de cette série, en évitant encore une fois de sombrer dans les excès qui plaisent tant à l'algorithme de YouTube. J'ai préféré attendre 2 épisodes pour cette vidéo car, à mes yeux, l'épisode 4 était une flagrante erreur de découpage. Il s'agissait d'un demi-épisode et le 5e sorti aujourd'hui confirme pleinement cette impression. De mon point de vue, il faut vraiment arrêter ces tentatives de proposer des épisodes de série de 30 minutes ou moins quand on n'est pas dans le registre sitcom ou comique tout simplement. Je ne vois aucun intérêt à ces découpages, si ce n'est prolonger artificiellement le nombre d'épisodes pour couvrir une plus longue période d'abonnement sur les plateformes payantes. Heureusement que cette tendance semble actuellement se limiter pour l'essentiel à Star Wars, ou peut-être quelques séries Marvel de mémoire du moins. Imaginez des épisodes de 30 minutes de House of the Dragon, The Boys, ce serait ridicule, la limite sous laquelle ne pas descendre pour une série dramatique se situe aux environs de 40 minutes et je préfère de loin quand on atteint au moins les 45. Les épisodes 4 et 5 auraient formé un épisode d'1 heure ou un peu moins en coupant quelques plans superflus, de promenade en forêt notamment. Pour résumer rapidement les points dignes d'intérêt de l'épisode 4, on a un conseil Jedi qui prend conscience que quelque chose cloche, salement même, et un début de suspicion pesant sur Sol et ce qui s'est passé sur Brendok 16 ans auparavant. Au sein du conseil, on note la présence de Ki-Adi-Mundi, un Jedi séréen d'origine et surtout une figure très secondaire de la prélogie. Parmi les plans de l'épisode 4, il y en a un particulièrement frappant qui fait de Sol la seule silhouette sombre dans une pièce emplie de Jedi porteurs de cape d'une blancheur immaculée. Pourtant, tout dans le comportement de Sol semble exprimer l'empathie et l'envie d'aider son prochain, du moins jusqu'à ce qu'il en arrive à exprimer une rage profonde lors de l'affrontement de l'épisode 5. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que le déroulement réel des événements sur Brendok nous est totalement inconnu pour l'instant, et qu'il y a eu un sale coup mené par les Jedi. Il faudra attendre la suite pour savoir de quoi il retourne. Ce que nous apprend l'épisode 4 en revanche, c'est que le Jedi Kelnaka, le Wookiee, a peint ou gravé dans sa maison des symboles qui rappellent ceux des sorcières de Brendok, sans oublier un air de famille avec le fameux symbole du temple d'Acto, dans le dernier Jedi, bien sûr. Si Kelnaka a cherché l'isolement le plus absolu dans la jungle de Kofar, c'est forcément en lien avec la tragédie de Brendok, mais aussi peut-être pour approfondir sa compréhension personnelle de la Force, en s'éloignant autant que possible du dogme Jedi. Sinon, on a une mouche géante introduite pour être utilisée plus tard, et un certain Basil, le pisteur à l'odorat surdéveloppé. Il appartient à l'espèce des Tinan, créé dans un roman de 79 et entré dans le canon en 2016 dans le roman Rogue One. On note aussi que seul Yord Fandar connaît le langage de Basil, ce qui ne va pas forcément faciliter les choses pour l'épisode 6. À part ça, on a un lien de plus en plus fort qui se tisse entre Osha et Jeki, la padawan de Sol, avec 8 Jedi qui se font envoyer valser par une vague de force du mystérieux Sith. On se doute que la suite va être corsée. Évidemment, on est frustré par la fin abrupte, autant que par le fait que l'affrontement entre Kelnaka et le Sith se fasse hors caméra. Une membre de l'équipe de la série a évoqué une notion de budget et de choix de point de vue dans cet épisode 4, mais bon, pour moi c'était un mauvais choix. Visuellement, on est clairement sur une forêt en studio de cinéma, bien sûr, mais je la trouve plutôt bien faite et ça nous change des sempiternelles forêts de Vancouver qu'on reconnaît dans les 3/4 des séries. Le fait que les Jedi s'enfoncent de plus en plus dans la pénombre annonce en tout cas la fatidique rencontre qui menace. Passons maintenant à l'épisode 5. Cet épisode, et cette série d'ailleurs, ne se résume pas à plusieurs excellents combats, même si certains dialogues manquent de naturel ou de souplesse, c'est vrai, on a une véritable histoire qui se développe, une histoire dont il nous manque encore de nombreux éléments avant qu'on puisse la juger. Merci. Ce qui me semble vraiment essentiel à souligner ici, c'est que le point d'orgue de cet épisode n'est absolument pas la révélation de l'identité du Seigneur Sith, comme étant Kimir bien sûr. La showrunner de la série le souligne elle-même dans un article d'Entertainment Weekly. Et oui, Leslie Headland, la showrunner, ou showrunner si vous préférez, sait pertinemment qu'il n'était pas très compliqué de deviner que Kimir se cachait sous le masque au sourire carnassier et glaçant. Bien d'autres révélations sont encore à venir, et surtout, ce qui choque, c'est la violence des combats et les personnages qui y perdent la vie. Ceux qui cultivent le clic de la haine pour coller une tendance venue des youtubeurs américains qui se font un tas d'oseille en débitant leur logorée sur la pseudo-destruction de Star Wars par le wokisme feront peut-être semblant, mais en réalité, personne ne s'attendait à un tel carnage dans cet épisode 5. Le carnage c'est une chose, mais surtout on y arrive avec l'art et la manière dans les combats qui comptent parmi les meilleures chorégraphies et surtout les plus plausibles et brutales jamais vues dans Star Wars. Empaler un Jedi sur un sabre laser et venir en faire une brochette grâce à la force,
décapiter les malheureux pour la petite finition, broyer des cervicales en direct, j'en passe et des meilleurs. Ce n'est pas tout puisque la série utilise des éléments extrêmement stylés du canon de Star Wars comme une lame Shoto et le Cortosis. Une lame Shoto, c'est tout simplement un sabre laser plus court qui peut faire la taille d'un wakizashi, d'un tanto ou autre. L'étranger, puisque c'est le seul nom du seigneur Sith, en dehors de Kimir pour l'instant, utilise à merveille cette seconde lame plus courte pour inverser la tendance d'un affrontement. Quant au Cortosis, il s'agit d'un métal ayant la propriété de dissiper l'énergie et de temporairement court-circuiter une lame laser. Ce métal est entré dans le canon Star Wars dans le roman Une Nouvelle Aube en 2014. Le seigneur Sith en porte sur le bras et son casque en est aussi recouvert. Tous les combats de l'épisode sont excellents et ce aussi bien à main nue qu'avec les sabres, ce qui en dit long sur la compétence du coordinateur, des cascadeurs et des acteurs qui ont assuré une bonne partie de ces combats. Ce qui est aussi intéressant dans cet épisode, c'est la trajectoire de Mae. Des gens osent dire qu'il n'y a pas d'histoire, mais je suppose que d'après eux, on n'a pas non plus de développement de personnage. En réalité, c'est tout le contraire ici, puisque Mae décide d'abandonner la mission confiée par son maître pour donner la priorité à sa sœur jumelle, Osha. Mae passe son temps à essayer de fuir dans l'épisode et c'est parfaitement logique, puisqu'elle a conscience que son maître est beaucoup trop fort pour elle. Mae souhaitait se rendre dans l'épisode 4, se rendre Jedi, mais ce qui change tout, c'est qu'elle voit que sa sœur est présente alors qu'elle observe la rencontre depuis l'intérieur de la hutte de Kelnaka. Elle n'a pas du tout changé d'avis entre les épisodes 4 et 5. Au contraire, elle reste fidèle au nouvel objectif qu'elle admet être le sien depuis l'épisode 4, à savoir s'expliquer avec sa jumelle coûte que coûte. Étant donné qu'Osha est maintenant sur place, se faire capturer n'a plus aucun intérêt pour Mae. Quand Mae comprend que Osha croit dur comme fer à une fausse version des événements de Brandok, elle décide de forcer Sol à dire la vérité d'une manière ou d'une autre, en se faisant passer pour sa sœur, du moins, on peut le supposer. Si Sol tombe dans le panneau, a priori, ce n'est absolument pas le cas du seigneur Sith, qui voit dans la récupération d'Osha une occasion de convertir l'autre sœur au côté obscur pour enfin avoir son acolyte. Cet échange va permettre de lancer les 3 derniers épisodes dans des dynamiques nouvelles et assez imprévisibles. Les morts de Jeki et de Yord Fandar viennent démontrer que les enjeux sont réels et que la trajectoire de la série a définitivement pris un tour plus tragique. Mais maintenant, il faut quand même qu'on parle un peu de Sol. D'une part, on ne comprend pas pourquoi il se trouve initialement à l'écart des autres Jedi au début du combat. Je ne sais pas s'il s'agit d'une simple facilité de mise en scène ou si son éloignement était volontaire et cache encore un secret. Ce qui est sûr, c'est que Sol, suite à la mort de Jeki, sombre vers la violence et le côté obscur pour prendre enfin le dessus sur l'étranger. D'autre part, Osha l'empêche de le tuer, mais étrangement, il accepte que la responsabilité de l'éventuelle mort du Sith, avec les mouches géantes, repose indirectement sur les épaules d'Osha, avec cette astuce de la lumière attirant ces créatures. Bien sûr, le grand argument qu'on sortira en boucle pour dire que c'est une vilaine série qui ne respecte rien, ce sera de pointer que l'étranger n'est ni Darth Plagueis ni Darth Tenebrous, les Sith de l'époque a priori. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est, j'aimerais la révélation d'un lien avec Darth Plagueis notamment, par exemple si l'étranger se révélait finalement être le prédécesseur de Palpatine auprès de lui. Si je devais parier toutefois, je dirais que ce ne sera pas le cas malheureusement, et je ferai avec. Quoi qu'il en soit, attendons de voir l'ensemble des épisodes pour en juger. De toute évidence, la décision a été prise de miser avant tout sur ce personnage de l'étranger pour cette saison, personnage qui est inspiré d'un grand classique du wuxia, l'Hirondelle d'Or. En effet, dans ce film de sabre de 1966, un poète ivrogne se révèle au final être un moine Shaolin extrêmement compétent. La showrunner, toujours elle, Leslie Headland, a utilisé cette référence du personnage chat ivre, mais en la retournant pour en faire un méchant. Le casting a été inspiré par le travail précédent de Manny Jacinto dans The Good Place, mais surtout dans Nine Perfect Strangers. Reste un point important à évoquer, celui de la dernière et étrange phrase prononcée par l'étranger alors qu'il recouvre une Osha inconsciente de son manteau pour souligner qu'il a bien l'intention de la prendre sous son aile. Une phrase qui dit « Even in the revelation of our triumph, we see the depths of our despair ». Désolé pour mon accent. J'ai regardé l'épisode en VO et juste après avoir entendu cette phrase, je l'ai réécrite sur un moteur de recherche, croyant initialement que c'était une citation d'œuvre. En réalité, il s'agit d'une référence à une vidéo de Jordan Peterson. Cet homme est un psychologue qui est très engagé contre une série de sujets qui sont trop facilement polémiques de nos jours. Il est très remonté contre toute notion de changement de genre. Il y a eu des paroles très blessantes et dures à l'encontre du comédien Elliot Page notamment. Il a remis en cause l'idée selon laquelle la différence de salaire entre hommes et femmes serait uniquement liée à de la discrimination de genre. Il critique de manière très violente les pronoms comme Yel, qui sont selon lui de la bien-pensance dommageable pour la société. Il estime par ailleurs que la pauvreté s'explique essentiellement par un manque d'organisation financière individuelle. On pourrait en dire encore beaucoup plus sur lui, mais pour compléter le tableau, il remet totalement en cause la notion de changement climatique, comme s'il avait la moindre expertise en la matière. Conclusion de tout ça,
Oui, absolument, il y a un message de société dans cette série, tout comme quasiment toute expression artistique, notamment dans le domaine du cinéma, trouve une résonance politique, que ce soit l'intention du créateur ou non d'ailleurs. En mettant cette paraphrase de Jordan Peterson dans la bouche de l'étranger, l'idée consiste à faire un lien entre le côté obscur et une certaine forme d'obscurantisme actuel, du moins aux yeux de la showrunner, celui qu'on pourrait définir de bien des manières entre réactionnaire, masculinisme toxique, rejet des libres expressions d'identité et repli sur ce qui est vu comme des valeurs traditionnelles en danger. Et pourtant, tout n'est pas totalement blanc ou noir. En effet, Leslie Headland souligne dans l'article qu'elle souhaite un adversaire qui met mal à l'aise, tout en exerçant une force d'attraction, presque de fascination. Le choix de cette citation pour le senior Sith peut aussi reconnaître un certain charisme à Jordan Peterson, ou en tout cas ne cherche pas à lui renier une identité qui ne peut pas se résumer uniquement à ses prises de position plus que douteuses. Dans la vidéo en question, il exprime une émotion sincère, donc même derrière les gens aux opinions qu'on estime les plus condamnables, il y a toujours un être humain, qu'on le veuille ou non. Autant vous dire que les déversements de vitriol sur la série ne vont faire que s'amplifier, à l'exemple de ces nombreuses critiques mises en ligne avant même l'épisode 5, preuve ultime de la mauvaise foi chronique de toute une frange de ce mouvement toxique qui monte sans cesse. Vos commentaires faisant preuve de bonne foi autant que possible et vos pouces en l'air seront les bienvenus pour soutenir la vidéo dans cette triste tempête de merde entourant cette série qui ne laisse pas indifférent. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures, avec The Boys notamment. Salut.